Eh bien voilà, on est en direct. Bonjour à tous, bonjour à tous les webinaristes qui nous suivent maintenant depuis 4 mois. Je vous invite à me dire si vous m'entendez, si vous me voyez comme il faut. Merci de mettre des petits commentaires rapides, c'est juste pour m'assurer que tout va bien, que vous êtes tous là et qu'on nous entend. Bon, super, génial. Donc, c'est parti, 2 juillet 2020, on continue notre série de webinars. Nous avons abordé plein de sujets intéressants. Je crois qu'on a pas mal progressé ces derniers mois. Et on va travailler aujourd'hui autour d'un sujet qui est donc piloter sa carrière. Alors, pourquoi est-ce qu'on pilote sa carrière? Eh bien, on doit le piloter tout le long, bien sûr, et on va en parler tout le long de cette demi-heure de présentation avec Valérie Legendre, qui va se présenter tout à l'heure, qui est avec nous. On va tout de suite démarrer par une rapide présentation du cabinet pour ceux qui nous connaissent depuis peu. Le Florian Mansion Institut, 44 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines, plus particulièrement donc, les services recrutement, reclassement, formation, bilan de compétences, coaching et conseiller RH. Donc, dirigé par Florian Mansion, bien évidemment, le fondateur, Loïc Douillère, mon associé, et moi-même, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, Augustin Valero. Je dirige le cabinet depuis 20 ans maintenant, avec Loïc Douillère, mon associé, et Florian Mansion. J'ai un master en ressources humaines et j'ai beaucoup d'implications dans le monde économique local. Je suis trésorier de la CCI de l'Hérault, à Montpellier, et je suis membre du bureau du MEDEF également, avec pas mal de participation à des associations type FACERO et souvent autour de l'économie locale. Valérie, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Valérie Legendre, je m'occupe du cabinet d'Avignon. Moi, j'ai un parcours école de commerce, marketing commercial au départ, et puis depuis 7 ans avec le Florian Mansion Institut sur du recrutement essentiellement, mais également du conseil en organisation, évaluation de potentiel, et donc ces virages de carrière, ça m'importe, je le côtoie fréquemment, et notamment aussi parce que je fais partie de plusieurs réseaux, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, et j'ai notamment la présidence d'une association d'entrepreneurs sur Avignon. Valérie, oui, qui est un de nos consultants les plus actifs dans le réseau, avec une très forte présence locale, y compris au niveau des réseaux économiques, c'est vrai. On va basculer à la première diapo et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, piloter sa carrière, c'est se poser des questions. C'est se poser des questions depuis le départ jusqu'au bout, si on peut dire qu'il y a un bout, parce que la carrière, elle peut se prolonger aussi autrement en fin de carrière. Mais déjà, bon, qu'est-ce qu'une carrière? On le sait tous, c'est une succession d'expériences et d'évolutions en rapport avec sa vie professionnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est se demander pourquoi faut-il s'interroger. Tout simplement parce que si je ne m'interroge pas, ma carrière, elle va être statique. Et on va travailler aujourd'hui sur les bonnes questions à se poser et surtout à quel moment se poser ces questions. Donc, on vient de passer tous une période de confinement qui nous a aidé à réfléchir, soit en tant que dirigeant, même moi en tant que chef d'entreprise, sur les orientations que je souhaite donner à mes métiers, mais aussi, je pense que vous tous, vous avez eu le temps de réfléchir à votre parcours, à ce que vous avez envie de faire, d'évoluer. Et j'ai envie de donner un ton très positif à cette présentation, tout simplement parce que, pour moi, il faut éviter cette notion de rupture dans la carrière. On parlera beaucoup plus d'évolution. On peut quitter un poste, mais pour moi, il faut l'envisager avec une évolution, même si on subit parfois. C'est possible. Alors, déjà, je pense qu'on doit tous se poser la question. La première question, c'est de savoir, et ma formation initiale, est-ce que je l'ai choisie? Est-ce que c'est papa et maman qui m'ont influencé? Est-ce que c'est mon environnement? Est-ce que j'ai fait des choix? Parce que très tôt, j'avais des idées claires. Et c'est vrai que c'est la même chose aussi pour votre première expérience. Pour moi, la première expérience, et certainement, évidemment, c'est celle qui va vous marquer à vie, mais idéalement, elle doit être une expérience qui va être une première marche et qui va vous permettre de continuer à évoluer dans vos réflexions de projet. Et voilà, donc très important, ne pas subir cette première expérience et choisir le plus possible également aussi les suivantes. Donc, on va en parler ensemble. Le rôle de Valérie va être de reprendre aussi les questions que vous allez nous poser. N'hésitez pas à nous en poser déjà si vous le souhaitez, elle le fera.
Et puis, à la fin, on pourra faire aussi un petit récap de tout ce qui a été demandé. Vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Alors, j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux ces derniers temps sur cette version revisitée. Elle est très intéressante parce qu'elle nous permet à nous de se positionner par rapport à nos besoins du moment. Nos besoins physiologiques, nos besoins de sécurité, nos besoins d'appartenance, d'estime de soi et de réalisation sont les besoins qu'a répertorié Maslow à l'époque. Ça s'applique à d'autres domaines que le monde du travail. Et dans le monde du travail, je les trouve très intéressants, tout simplement parce qu'ils nous permettent de réfléchir. C'est un outil de réflexion. Et je pense que pendant le confinement, on a peut-être eu l'occasion de se dire, tiens, j'assure ma sécurité, mais j'ai besoin d'autre chose aujourd'hui. Donc, sujet assez classique, avec un petit clin d'œil, puisqu'aujourd'hui, les besoins physiologiques sont complétés par un besoin de réseau et un besoin de Wi-Fi, clairement. Et j'ai bien aimé ce petit ajout, le dépassement de soi, cette notion de dépassement de soi qui va nous amener à se poser des questions sur son propre développement personnel. Et ce dépassement de soi, pour moi, vraiment, c'est le moteur qui va vous permettre de passer d'un cap à l'autre, d'un niveau à l'autre. Je ne voudrais pas non plus rester sur cette pyramide comme un outil statique. Je pense qu'on peut tous avoir des moments dans sa vie où on revient sur les thématiques de sécurité, où on va évoluer vers les thématiques d'estime de soi. On a peut-être tous besoin à un moment donné, en même temps, de l'estime de soi, de la réalisation et de la sécurité. Voilà. Mais c'est surtout un outil pour se positionner. Augustin, juste excuse-moi, il faudrait peut-être que tu agrandisses ton image. Conseil de Loïc pour que ça soit plus vivant, je pense, et qu'on t'écoute avec davantage d'attention. Vous voulez me voir, c'est ça en fait. Ouais. Voilà, je voulais que vous puissiez lire en fait, du PowerPoint, mais clairement, voilà, je vous l'enverrai, vous pourrez le voir, mais Maslow, tout le monde connaît, bien entendu. Pour moi, c'est un super outil pour se positionner. Voilà. Et aujourd'hui, où en êtes-vous de vos besoins? Est-ce que vous les avez satisfaits? Et est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions sur l'étape suivante? C'est ça que je voulais vous amener. Alors, j'agrandis un petit peu quand même mon image. La bonne question à se poser aussi, c'est à quel moment évoluer? Je ne parle pas de fracture ou de cassure, c'est vraiment quand évoluer. Pour moi, dès que je commence à sentir un décalage entre mes attentes, celles de mon entreprise, entre ses valeurs, sa vision, ses projets et mes missions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit évoluer et que si mon curseur motivation n'est pas tout à fait à droite, j'espère que vous êtes tous d'accord, ça va se traduire par quoi? Par une perte d'énergie de mon côté, par une perte d'efficacité vis-à-vis de mon employeur et de mes équipes d'ailleurs. Ma motivation baisse, ma santé va en souffrir. Et ça se termine toujours par de l'absentéisme. Je n'irai pas au cas extrême, mais vraiment, c'est un échec global de la part de l'entreprise et de mon côté à moi aussi. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est de travailler sur son développement personnel. Quand je parle de développement personnel, on le verra après, c'est ce sentiment d'évolution permanente qui vous permet de garder votre motivation. Et si je parle vous le verrez après, vous le verrez tout de suite sur mon PowerPoint, la petite phrase en dessous, c'est en permanence. C'est-à-dire que je cherche à évoluer même quand tout va bien. Si je vais bien, je ne vais pas oublier ce que je viens de dire à l'instant, je continue à me poser des questions et j'essaie vraiment d'avoir cette réflexion permanente sur où j'en suis et où je vais. Des questions, Valérie, un petit peu pour l'instant? Oui, juste une question de Christine là, qui te demande si Maslow n'est pas dépassé finalement aujourd'hui. On est toujours là-dessus? Alors moi, j'ai étudié j'ai fini mon master en 99 et on parlait de Maslow déjà depuis 10 ans. Donc, depuis 10 ans, moi, en tant qu'étudiant. Oui, bien sûr. C'est pour ça que. Mais ça reste un outil pour se poser des questions et pour s'auto-évaluer. Je le trouve intéressant. Ce sont les besoins que nous avons tous. On peut aller plus loin dans les besoins. Il y a plein de pyramides revisitées. Je voulais juste l'utiliser pour que ça vous serve de moyen de réflexion. Et je trouve qu'il répond bien à cette notion d'évolution. Je le rendrai plus dynamique, tout simplement. Il peut y avoir des allers-retours et on peut avoir en permanence des besoins de niveau 1, 2, 3, 4, 5, sans problème. Alors, je vais continuer maintenant sur
le sujet qui est le nôtre, c'est garder la main. Parce que gérer sa carrière, c'est garder la main. Et très souvent, la difficulté est qu'on ne fait pas appel aux outils que nous avons à notre disposition. Au quotidien, dans vos entreprises, vous avez des moyens qui sont des moyens managériaux. On les attribue souvent aux managers, sauf que nous, en tant que collaborateurs, ce sont des moyens qui sont à notre disposition. C'est très, très important. Je prends des exemples que vous connaissez tous et sur lesquels on a déjà fait des webinaires. L'entretien annuel d'évaluation. C'est un moment de partage, c'est un moment privilégié entre le collaborateur et son supérieur. On est sur une thématique à court terme, sur l'année. C'est vraiment un outil pour vérifier que tous les indicateurs et tous les curseurs sont ouverts à l'instant T. Et très souvent, il est subi par les collaborateurs. Quand vous êtes convoqué à l'entretien annuel d'évaluation, et c'est souvent en décembre, le manager les enchaîne les uns après les autres. On a déjà dit, s'il est subi, il n'a aucun intérêt stratégique. En revanche, si votre entretien annuel d'évaluation, vous l'avez préparé et vous avez pris conscience de ce qu'il peut vous apporter, il devient un super outil pour garder la main et pour demander et vous mettre d'accord avec votre manager de travailler sur des objectifs, sur de la formation, également prendre de l'information sur ce qu'attend l'entreprise de vous. Voilà, pour moi, c'est ça, garder la main. C'est être en permanence en veille et ne pas subir les outils. Augustin, ouais. Juste un point, excuse-moi, parce qu'il y a une question qui dit, mais finalement, si on n'a pas de manager, donc là, tu es dans la phase où on utilise des outils, bon, tu vas les dérouler, j'imagine, mais quand tu es tout seul ou dans une petite équipe ou en autonomie, comment tu t'auto-évalues? Alors, on en parlera après, mais parce qu'il y a tout ce qui va nous permettre de le faire seul, hein, bien sûr. Mais quand on est seul dans une entreprise et qu'on est le chef d'entreprise, on a des outils d'autodiagnostic, en fait, où on va balayer sa politique commerciale, sa politique de gestion. Vous pouvez vous faire accompagner par votre expert comptable. Vous pouvez faire coacher aussi. Il y a des outils que les coachs détiennent et des méthodologies qui vont vous permettre de justement avoir une méthodologie pour garder la main sur mon projet professionnel et le mettre en œuvre. Donc, je suis d'accord. L'entretien de l'évaluation concerne les entreprises où il y a des collaborateurs. Et il y a aussi l'influence de l'extérieur. Si je suis un indépendant ou un chef d'entreprise, je vais adhérer au MEDEF, à la CCI, à la CPME. Je vais m'entourer de personnes comme moi. Je vais adhérer au CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Je vais adhérer à la Jeune Chambre économique. Et là, tu vas voir que je vais avoir la possibilité de rentrer dans des échanges. Moi, quand j'étais au CJD, j'y étais pendant 8 ans. J'ai beaucoup travaillé sur des projets d'entreprise que nous avions tous. On avait des commissions miroirs et on demandait aux autres d'évaluer nos projets, en fait, et nos visions de notre entreprise. Donc, bon, là, j'ai fait une petite parenthèse, mais voilà, on peut être collaborateur, on peut être manager, on peut être salarié ou pas, et avoir ces outils d'auto-évaluation. J'espère que ça vous va. Puis c'est un thème que j'aime bien parce que j'ai beaucoup aimé mon passage au CJD et vraiment, ça a été une deuxième école pour moi. Nous avons donc l'entretien professionnel qui, lui, a une démarche beaucoup plus à moyen long terme. C'est-à-dire que, vous le savez tous, d'ailleurs, il est obligatoire. Et l'entretien professionnel va vous permettre de mettre en place des stratégies d'évolution par de la formation, de l'évolution de carrière en interne et également aussi d'évolution en termes de salaire. Donc, l'entretien pro s'inscrit plus dans une démarche où on va augmenter les compétences du collaborateur. Hein, et c'est là que vous allez garder la main sur votre parcours. Les formations, est-ce que vous êtes au courant de la politique de formation de votre entreprise? Est-ce que vous savez quelle est sa stratégie? Quelles sont les offres qui sont faites? Est-ce que vous connaissez les formations dont elle aura besoin demain pour aller vers des projets, des nouvelles activités? Beaucoup de sociétés accompagnent des coachs, accompagnent des collaborateurs par du coaching, et là, ça peut être également le cas pour les chefs d'entreprise et les indépendants. Le coaching est un outil formidable aujourd'hui. Nous avons au sein du cabinet 2 coachs, Marie-Laure Levanvaux et Marc Vinaguao. Tous les deux ont fait des webinaires avec nous récemment. Et le coaching est un outil qui devient aujourd'hui un véritable complément du manager parce que les nouvelles méthodes, des outils d'auto-évaluation aussi, et l'aide à la gestion de projet. On peut mettre en place un coaching pour accompagner quelqu'un qui bascule sur du management, en fait, et qui ne le faisait pas avant. Autre point important, la GPEC, mais ça s'inscrit un petit peu plus dans ce que serait l'entretien professionnel et la gestion des carrières. La GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Vous devez connaître dans vos entreprises
la politique de la maison là-dessus. Et sinon, il faut interroger vos DRH parce que pour moi, c'est là-dessus que vous allez vous inscrire pour évoluer et garder la main. Je reviens sur ce terme que j'aime beaucoup, l'employabilité, qui est ancien, hein, on est d'accord. Même à la fac, j'en ai entendu parler, mais j'aime bien ce terme parce que l'employabilité mesure ma capacité à avoir de la valeur dans mon entreprise et à l'extérieur de mon entreprise, sur le marché de l'emploi. Si je quitte mon entreprise, je pense que si je la quitte et je rebondis plus rapidement, c'est d'une part grâce à mon entreprise qui m'a aidé à rester employable et grâce à mes démarches à moi qui m'ont permis de continuer à me former. J'espère que vous me suivez là-dessus, mais pour moi, l'employabilité, c'est l'objectif de ce webinaire. J'ai parmi les questions, le fait de dire si finalement c'est que des promesses là, tous ces différents bilans, il n'y a pas d'acte derrière. Comment on évolue? C'est quoi l'attitude à avoir pour quand même bénéficier de ça? Alors, si les bilans ne se poursuivent pas par des actes derrière, eh bien, vous devez le signaler à votre DRH ou à votre manager. Perdre une heure pour rien, c'est une heure perdue à rien faire, à ne pas bosser, mais c'est une heure perdue aussi à démotiver les collaborateurs. Parce que demain, ils iront à l'entretien annuel d'évaluation, les mains dans les poches. Donc, soyez exigeants aussi avec vos propres managers. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème à ce niveau-là aussi, que c'est peut-être lui le problème. Soyez exigeants. Demandez de faire un bilan après l'entretien annuel d'évaluation, de revoir périodiquement votre responsable. Allez voir vos DRH et soyez exigeants. Et si ça ne va pas, ça veut dire que vous posez des questions. Et si vous posez des questions, vous devez continuer à vous prendre en main et pourquoi pas commencer à vous former pour aller ailleurs. Hein. Demandez une formation, utilisez votre CPF, on va en parler d'ailleurs, mais ça ne peut pas être des promesses. C'est pas possible. J'espère que tous les DRH sont convaincus aujourd'hui, et j'en suis certain. Tout le monde sait que ces moments-là, ce sont des moments privilégiés et stratégiques pour l'entreprise. Le problème, c'est que si vous restez 20 ans dans une boîte et que vous n'évoluez pas, et que par malheur, vous êtes obligé de partir, sur le marché de l'emploi, votre employabilité, elle sera zéro. Vous dépendrez de votre dynamisme et de votre personnalité, mais pas de vos compétences. Et parfois, ce n'est pas suffisant. Ça te va ? Moi, ça me va bien. Je pense que ça a bien répondu. C'est la prise d'initiative. Hein. On ne reste pas dans l'assistanat. On se prend en main et on développe son projet en espérant que le manager soit à l'écoute. Mais sinon, c'est des signes. Ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on regarde un peu ailleurs. Ouais, je sais que j'ai un côté, on me dit souvent, j'ai tendance à être très positif, mais il faut prendre en main sa carrière. C'est à nous, ce n'est pas aux autres. Hein. Mm-hmm. Alors, toujours pour garder la main, il y a des moyens. Et ce sont les moyens extérieurs. C'est-à-dire que vous avez un environnement. Vous n'avez pas un poste de 9h à 18h et c'est terminé. Pour moi, garder la main, c'est rayonner. Je rayonne pour moi et je rayonne pour mon entreprise. Je reste en veille sur mes métiers, sur l'évolution des entreprises de mon secteur d'activité. Je reste en veille sur la concurrence. Je regarde également aussi si autour de moi, il y a un environnement associatif intéressant, que je vais pouvoir aussi m'y engager. Et pourquoi pas, je le disais tout à l'heure, hein, je passe beaucoup de temps dans des associations parce que j'y prends du plaisir. Donc, allez-y, bien sûr, si vous y prenez du plaisir et si vous apprenez des choses. Les salons, allez à des salons, c'est très important, même si pour l'instant, ce n'est pas possible. On pourra bientôt y retourner. N'attendez pas d'être licencié ou en train de partir pour vous inscrire à l'association des anciens élèves. Ce n'est pas le moment, en fait. C'est dès la sortie de vos études que vous devez être actif et continuer à vous y intéresser. Après, vous perdez de l'intérêt parce que quelqu'un dont le projet est de retrouver un job est plus compliqué à intégrer dans son portefeuille de contacts, même si c'est un peu injuste. Mais je pense que le meilleur moyen, c'est de rester tout le temps actif. Et le jour où malheureusement ou heureusement, vous changerez de projet, vous aurez déjà un passé en tant qu'ancien élève. La presse écrite, locale, nationale, la presse technique dans vos métiers. Sur Internet, on peut lire énormément aussi. Vous avez plein de newsletters, des choses qui sont intéressantes. Pour moi, c'est ça. Et ce qui compte le plus, c'est exister. Voilà. Il faut exister dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Donc, exister, c'est évoluer, garder la main. Je dirais aussi que, vous avez vu ce petit dessin, montre ces petites photos, la dame avec des antennes qui sortent, c'est le marché de l'emploi.
le marché de l'emploi, il est très vaste et il ne faut pas attendre de vouloir partir pour y être actif. Vous avez plein de supports, vous avez des job boards tels que MeteoJob, tels que Stepstone, vous avez Indeed qui est quand même un des outils de recherche d'emploi les plus importants en France aujourd'hui. Vous avez les réseaux sociaux avec Facebook, avec LinkedIn. Vous avez Glassdoor qui classe les entreprises à partir des candidats. Vous avez évidemment les cabinets de recrutement. Est-ce que j'attends d'être en recherche pour mettre à jour mon CV sur les principaux cabinets de recrutement locaux dans ma région ou au niveau national? Parce qu'en faisant cela, vous allez être contacté. Vous allez être challengé sur le marché de l'emploi. Donc, c'est ça aussi, garder la main. Valérie? Oui, il y a des questions de personnes qui ont réagi sur l'employabilité, que tu aimes bien et dont tu as parlé avant, en disant mais qu'est-ce que ça signifie véritablement? Est-ce que c'est lié aussi à l'âge, à l'expérience, donc quand on est plus vieux, quand on est plus jeune? Comment on markete cette employabilité? L'employabilité, c'est la capacité à avoir une valeur sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un bagage, j'ai un parcours, je me suis formé tout au long de mon parcours, donc je suis peut-être un senior, mais j'arrive à un niveau d'expertise que je vais vendre sur le marché de l'emploi. Évidemment, on tombe après sur les difficultés liées à l'âge, mais trop jeune, trop âgé, trop spécialisé, pas assez spécialisé, il y a toujours ces freins-là, bien évidemment. Mais l'employabilité, c'est ce que j'obtiens quand j'ai été actif tout au long de ma carrière et que j'arrive à le faire savoir. Quand mon CV est statique sur 10, 15, 20 ans et que je n'ai pas fait de formation, que je ne me suis pas formé récemment à des thématiques professionnelles ou même de développement personnel, mon employabilité est moins, on va dire, moins dynamique et elle sera moins reconnue sur le marché de l'emploi. Quand je vais à une formation et que j'ai 20 ans de boîte, je rencontre d'autres personnes. Ces personnes rentrent dans mon réseau professionnel. Donc, je développe mon employabilité. Tu comprends l'idée? C'est qu'en restant actif, je reste présent à l'extérieur. Et je n'attends pas d'être dehors pour dire, tiens, je suis là. En fait, c'est ça pour moi, développer son employabilité. Et ça passe par une formation continue tout au long de son parcours, que l'on ne subit pas, mais que l'on demande, en fait, et que l'on obtient. Ça veut dire aussi, mais juste pour rebondir, quand tu parlais des anciens élèves, c'était un des exemples, mais ça, le lien que tu fais, c'est, j'imagine, avec les réseaux. Et il y a une remarque sur les réseaux, bien évidemment, c'est très fortement lié. Dans les réseaux, il faut y être sans cesse, tout le temps, en emploi, pas en emploi, pour aller lever et ouvrir les bonnes portes ensuite. Je pense que... et y être, et je dirais, impliqué. On peut adhérer sans être impliqué. C'est une question que m'avait posée à la fac quand j'avais passé mon oral en 2SS. Olivier Torres, qui est un prof très connu ici dans la région, m'avait dit quelle est la différence entre adhérer et être impliqué? Bon, j'ai su répondre parce que j'étais déjà au CJD, grâce à Florian Mention d'ailleurs. Et donc, en fait, on peut adhérer, avoir X adhésions, mais être impliqué, c'est mieux parce que du coup, on est reconnu, on le fait savoir à l'extérieur. Et en tant que président du CJD, on peut avoir un rôle très important dans la vie économique locale. En tant que président des DCF, des dirigeants commerciaux de France, on va être écouté par la Chambre de commerce, par le maire, c'est ça. Et c'est ça exister aussi. Hein. L'employabilité, ça va aussi avec l'existence en dehors et dedans. Si je peux permettre de rebondir encore par rapport à ton déroulé, il y a une question qui est intéressante et qu'on voit souvent quand nous on recrute et qu'on propose des candidats seniors. Finalement, quels sont les atouts des plus seniors? Est-ce qu'ils sont toujours aussi employables que les trentenaires ou quadras? Alors, on a un marché de l'emploi. Vous avez l'offre et la demande. Donc, ils sont employables dès l'instant où la demande est ouverte. Mais je dirais que quand on est plus en profil senior, il faut aller vers les entreprises. Il faut y aller avec des projets. Il faut les identifier, repérer des axes d'amélioration. Et bien évidemment, aller à Pôle emploi, aller à l'APEC, être en veille permanente des offres d'emploi sur les job boards, mais aussi avoir une démarche active. Je lis, je me documente, je connais ma région, je suis actif dans les réseaux et je n'hésite pas à aller voir une entreprise et lui dire j'ai un projet pour vous. Voilà. J'aurai cette façon de fonctionner. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi la création d'emploi. Et peut-être que quand on a un certain âge et qu'on a atteint un bon niveau professionnel et même financier, quand au niveau de Maslow on se trouve en haut et qu'on a assuré sa sécurité, peut-être qu'on peut, s'associer avec un collaborateur, avec un autre
avec une autre personne pour créer une boîte, pour la reprendre. Il y a un panel très très large hein, de possibilités. On peut faire du consulting, on peut faire du management de transition. Donc, évidemment, on ne donnera pas un poste de manager de transition à un jeune débutant. Donc, il faut analyser le marché, savoir ce qu'il attend de moi et avoir une offre adaptée, tout simplement. Ça, c'est des choix effectivement de pistes, de différents statuts ou types de projets. Quand on est dans un objectif de rester salarié, les atouts des seniors, ils restent forts. J'imagine que dans la question, il y avait un petit peu d'amertume que l'on retrouve souvent. Bien sûr. Et c'est clair qu'un senior, sa disponibilité, sa prise de recul, sa philosophie du marché du travail, c'est franchement des points extrêmement importants pour pousser des candidatures. Ça, et encore une fois, l'employabilité, c'est rester dans son temps. C'est rester dans son temps hier, aujourd'hui et demain. Donc, l'employabilité, on peut avoir 25 ans et ne pas être dans les réseaux sociaux. Hein, et c'est une erreur qu'il faut y être à 25 ans, à 30 ans, à 40, 50, 60 ans. Et donc, pour moi, un senior, on va évaluer sa capacité à s'adapter au monde d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il fait des webinaires? Est-ce qu'il participe? Est-ce qu'il est actif? Ça montre une curiosité, ça montre une autre approche. L'amertume ne nous aidera pas, en fait. Il y a une réalité, c'est vrai. Parfois, il faut être capable de mettre le curseur ailleurs. Il faut se dire, je vais peut-être accepter une rémunération moindre, repartir pour faire mes preuves. L'aspect géographique, c'est un point que j'aborde beaucoup. On accompagne beaucoup de collaborateurs en outplacement. Vous savez ce que c'est, l'outplacement? C'est accompagner quelqu'un que l'entreprise souhaite licencier, mais à qui elle propose un accompagnement avec un cabinet, comme le nôtre par exemple, sur 6 ou 12 mois. Et en fait, c'est ces outils-là aussi hein, qui vont vous aider à garder une bonne image une bonne image sur le marché du travail parce qu'on va vous réactualiser aussi. Ça rejoint, je peux encore une question par rapport à ton développé sur la partie senior, mais là, les CV atypiques, c'est vrai que c'est des questions qu'on a aussi souvent des candidats qui peuvent se sentir écartés. Pourquoi les CV atypiques ont si peu de popularité? Parce qu'on a une standardisation du marché de l'emploi, malheureusement. Parce que les offres d'emploi sont toujours aussi mal rédigées. C'est très bien pour toi et moi, Valérie, hein, parce que ça crée du boulot pour nous. Mais c'est vrai qu'on a évolué, on parle dans plein de domaines d'activité, dans les ressources humaines aussi, d'IT, d'évolution. Le marché de l'emploi reste assez archaïque aujourd'hui. On rédige un CV sur une page ou 2 pages, on se pose toujours la même question. Les offres d'emploi sont mal rédigées, on répond mal aux candidats, on ne répond pas. Donc c'est vrai que ça donne peu de chance à la rencontre. On est sur des standards, on est sur malheureusement des difficultés liées à le court terme. Je recrute à court terme, je subis les recrutements. Là, je m'adresse plus aux entreprises en fait. Un CV atypique, alors qu'est-ce que c'est qu'un CV atypique? C'est un CV d'une personne finalement qui va m'apporter autre chose à laquelle je n'avais pas pensé, qui a un potentiel quelque part. Atypique, ça ne veut pas dire loufoque, ça veut dire qui va donner un trait de votre personnalité qui va peut-être vous démarquer. Hein. Donc, il faut avoir dans vos présentations une histoire, on va dire des indicateurs qui montrent que vous avez la compétence, mais qu'en plus vous avez un petit plus que vous allez apporter. Et ça c'est pas évident à vendre à un employeur. Et donc, pour le vendre, il faut le contacter, il faut une démarche différente, il faut s'assumer. Et bien évidemment, le marché de l'emploi aujourd'hui tel qu'il est sur l'offre et la demande, il est moins ouvert à ces profils-là. Donc, vous allez pouvoir vous épanouir avec un CV atypique en contactant quelqu'un en direct. Je réagis plus souvent quand, d'ailleurs, on le fait tous, hein, on s'envoie des CV parfois, Valérie, hein, tiens, oui. Il est pas mal de CV parce qu'il est un peu différent. Voilà. Oui. Donc, c'est ça que vous allez provoquer, une attention particulière. Et pourquoi c'est difficile? Parce que justement, c'est une prise de risque supplémentaire. Et pour nous, mais on la porte volontiers quand on croit au candidat et pour le client. Donc, c'est là où… Mais on se prépare. Un CV, ça se travaille. Hein. Absolument. Ça se travaille. Vous pouvez vous faire accompagner également aussi. Voilà. Je vais vous parler un petit peu maintenant d'un point que je trouve très important aussi. Toujours dans cette notion de garder la main. Alors, comment je garde la main? On a dit, en étant présent, en existant à l'extérieur. Je vous enverrai, suite à notre webinaire, un lien dans notre PowerPoint et puis un mail sur ces 3 types de services.
Il existe des bilans de compétences que vous pouvez faire en 24 heures, des bilans de carrière que vous pouvez faire en 6 heures, des bilans professionnels qui peuvent se faire en 12 heures. Nous, on vous accompagne dans ces sujets-là. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez tous votre financement CPF, en tout cas le montant auquel vous avez le droit? Et très souvent, vous ne le savez pas. Et donc, aujourd'hui, il est très facile, en un simple clic, d'aller sur le site du gouvernement. Ces liens vous y conduisent, donc je vous l'enverrai après. Et vous allez pouvoir justement avoir tout de suite accès avec votre numéro de sécurité sociale et un compte que vous avez créé au financement dont vous avez droit. Vous allez choisir votre prestataire et vous allez être enregistré avec une validation pour pouvoir vous faire accompagner. Un bilan de compétences, c'est un moyen de mettre en place une méthodologie pour réfléchir, alors que je suis en poste ou pas, à ce que j'ai fait, à ce que j'ai aimé, à ce que je voudrais faire, à ce que je pourrais faire. C'est vraiment un bilan de votre carrière, en fait, et des compétences acquises. Après, vous avez le bilan de carrière en 6 heures qui, lui, va vous permettre d'être peut-être un petit peu plus dans l'action. Vous allez faire un bilan de vos techniques pour faire évoluer votre carrière, entretien, rédaction de CV, présentation en 3 minutes. Voilà, on est plus sur des thématiques d'accompagnement. Et le bilan professionnel et personnel, qui est de 12 heures, qui est un bilan de compétences, un peu plus, pareil, opérationnel et moins tourné vers la réflexion. Donc, aujourd'hui, en fonction de votre budget, vous pouvez vous adresser vers ces 3 services, mais il y en a d'autres aussi. Et donc, je vous passerai le mail avec ces liens, ne serait-ce que pour tester déjà vous-même votre propre niveau de CPF. Et vous verrez, c'est magique. Même moi, j'ai réussi à le faire en 2 minutes. Sachant que tu avais une question sur le CPF, qui n'est apparemment pas toujours évident d'avoir une prise en compte financière. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai parce qu'il faut que derrière la formation ait un caractère qualifiant. On va de plus en plus vers des formations qui vont augmenter vos compétences et vos qualifications. Donc, il faut que le prestataire en face prouve que la formation va être qualifiante pour le bénéficiaire. Mais il y a des listes de prestataires. Déjà, rien qu'avec avec le site du gouvernement et votre propre compte, vous allez pouvoir explorer tout ça. Ok. J'ai une autre question qui reprenait des choses un petit peu avant. Si c'est le moment de la pause, pour la valorisation du parcours, il y a un certain nombre de personnes qui se demandent comment dans le pilotage de carrière, donc on met en avant ces différentes expériences qui peuvent faire peur, dont celle d'avoir été consultante en freelance, donc d'être indépendant, dont celle d'être partie en ayant été chef d'entreprise et avoir créé son activité. Comment c'est perçu et qu'on arrive à réintégrer ça dans le fil pour des gens qui veulent vous employer? C'est en étant soi-même convaincu que cela vous a apporté quelque chose. L'idée, c'est pour moi, c'est une expérience professionnelle. Un stage est une expérience professionnelle. La création d'une entreprise amène des compétences vraiment globales qui font que la personne que vous avez en face va se dire, OK, je cherche peut-être un directeur commercial, ce monsieur ou cette dame a été chef d'entreprise, mais il est capable aujourd'hui de comprendre la production, de comprendre la gestion, de comprendre le marketing, de comprendre la communication et de comprendre les ventes. Donc, c'est à vous de présenter ces sujets-là comme un moyen de faire la différence dans l'entreprise et d'apporter quelque chose de plus. Ça se travaille vraiment. On n'attend pas d'être en difficulté pour se poser la question de comment vendre cela. Il faut vraiment prendre le temps, voire de vous faire accompagner. Il y a des consultants pour ça, il y a des coachs pour ça, il y a Pôle emploi qui est là aussi pour cela. Mais vraiment, tout dépend de la manière dont vous allez communiquer sur cette expérience-là. Et c'est à vous d'être convaincant et d'y croire surtout. D'accord, je pense que tu as répondu à la question. Après, il y a différentes approches en disant, mais finalement, les cabinets regardent pas si bien que ça, les CV trop riches, c'est trop compliqué, ou il n'y a pas assez, ou on comprend pas, on n'est pas bon. C'est toujours la même critique que l'on peut voir. Et je suis certains cabinets peut-être qui regardent les CV par-dessus l'épaule, ce qui n'est pas notre cas. On passe du temps dessus. Je pense, alors, j'ai envie de vous dire une chose, c'est l'affaire de tous. Parce qu'il m'arrive de recruter des DRH qui sont
très insistants au moment de faire le point sur le recrutement, mais le jour où ils sont en poste, est-ce qu'ils répondent eux-mêmes aux candidats? Voilà. J'ai envie de tous nous responsabiliser là-dessus, parce que, sincèrement, quand on est en entreprise et qu'on a quitté le monde de la recherche d'emploi, je me rends compte que les gens oublient ce moment-là, oublient de voir les CV des stagiaires, oublient de regarder les CV qu'on leur envoie, et vraiment, c'est l'affaire de tous. N'oubliez pas que quand vous serez en poste, si aujourd'hui vous cherchez un job, vous allez être sollicité. Jouez le jeu. Rappelez-vous qu'un jour, vous étiez de l'autre côté de la barrière. Et c'est vrai que les cabinets de recrutement ont mis en place des process pour ne pas rater de l'information. N'oubliez pas que les entreprises sont très sollicitées aussi et que le temps pour un chercheur d'emploi n'est pas le même que le temps pour une entreprise. Quand on fait des déplacements, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à nos déplacés, vous n'aurez pas une réponse dans les 24 heures. 15 jours, c'est court pour une entreprise. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ok, une autre question aussi, comment évoquer un départ un peu difficile? Plein de personnes, j'imagine, pensent qu'il faut tout mettre ou cacher ou se valoriser. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre et dans quelles circonstances? Alors, j'ai un petit commentaire a priori qui pourra compléter. Je pense que d'abord dans le CV, on raconte pas sa vie sur les raisons de départ. Donc ça, c'est des choses qu'on explique en face à face. Et puis, quand on est bien transparente et bien en phase avec les décisions qu'on a prises, il n'y a pas de souci pour que l'autre comprenne les raisons du départ, qu'elles soient un peu délicates ou pas. Je sais pas ce que tu en penses. Il est là pour comprendre, en fait, hein, pas pour. Il ne faut pas penser que les recruteurs pardon, ont une approche suspicieuse des candidats. Ils veulent comprendre. Donc, il peut y avoir une période où vous n'avez pas été. Vous avez des difficultés personnelles. Les entreprises ont pu avoir des difficultés aussi. Il faut juste l'expliquer. C'est la carrière, ça. La carrière, c'est une course. Hein. La course, il y a des obstacles plus ou moins petits. C'est simplement expliquer qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous en avez tiré et qu'est-ce que vous avez appris. Moi, quand je parle avec un candidat ou que je coach un candidat, je lui dis toujours, expliquez à la personne que vous avez en face, qu'est-ce que vous avez mobilisé pour réussir à ce poste. Alors déjà, pour ça, il faut connaître le poste. Il faut aussi être intéressé, l'entreprise, son fonctionnement. Et donc, en arrivant avec cette expérience m'a apporté ça, ça et ça, et je veux l'utiliser pour réussir à ce poste, vous serez moins dans la justification. Voyez. Mais encore une fois, hein, c'est pas naturel hein, de chercher un job ou de chercher à évoluer. Ça se travaille, hein, c'est tout au long de sa carrière. Avant juste de continuer avec les questions, je voudrais vraiment vous rappeler que piloter son job, c'est aussi piloter son futur job. C'est-à-dire qu'avant de signer, vous avez vraiment intérêt à vous. Il y a les outils de communication aujourd'hui. Hein. Rencontrer le N+1, rencontrer l'équipe, savoir quelles sont les valeurs de l'entreprise, les valeurs réelles. Et pour cela, vous avez aussi la possibilité de contacter des gens sur LinkedIn. Vous avez des communications qui vous donnent beaucoup d'indices, la fiche de poste, l'organigramme, les moyens qui vont être à votre disposition. Donc, ne signez pas l'aveuglette. Hein. Pensez que vous devez aussi recruter votre recruteur quand même. Je vois plein de commentaires et de questions, Valérie. Oui. Alors, je sais pas, comme on est en train d'avoir plein de questions passionnantes, mais qui sont limite du pilotage de carrière. C'est en fait comment optimiser son CV, comment se vendre mieux, comment attirer l'attention des cabinets de recrutement. Alors, c'est lié à une réorientation ou un pilotage effectivement de carrière, mais peut-être de finir pour le coup sur le sujet et puis d'enchaîner sur ça qui est un peu moteur. Je dirais, il faut exister avant, pendant et après. Voilà. Vous n'êtes pas candidat à partir de la date de licenciement. Vous êtes une personne intéressante en entreprise, tout au long de votre parcours. Si vous êtes en poste aujourd'hui, n'oubliez pas d'exister et de faire ce que je disais tout à l'heure. En fait, hein. C'est lorsque on est dépassé par son propre projet que, quand on perd un emploi malheureusement et qu'on le subit et qu'on n'a pas préparé les choses, que c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas grave parce que là, maintenant qu'on le sait, eh bien, on va avoir différentes stratégies. En fait. Et il faut s'appuyer sur les acteurs de l'emploi, bien sûr. Il y a aussi, on critique beaucoup, j'entends beaucoup critiquer Pôle emploi. Pour moi, c'est un service qui est essentiel et il faut l'optimiser, il faut le solliciter. Alors, du coup, pour répondre à cette question,
Je répondrai, on a une vie et pas deux. Piloter son emploi et piloter sa carrière, c'est se dire, plus je cloisonne, j'optimise en fait. Et on a une tendance aujourd'hui à dire, je vais privilégier ma vie perso et ma vie pro. Enfin, cloisonner. C'est impossible, c'est pas logique en fait, parce que c'est lorsque j'adhère à l'association de parents de profs, de parents d'élèves, que je vais rencontrer peut-être mon futur employeur. Je vais aller également à une salle de sport et rencontrer quelqu'un. C'est dans une association que je vais montrer des compétences à d'autres personnes. Donc, piloter la carrière, c'est la piloter tout le temps, et même à l'extérieur. Vraiment, c'est ce que je voudrais vous passer aujourd'hui comme info. Mais évidemment, il ne faut pas le subir. Il ne faut pas que votre vie extérieure subisse votre vie professionnelle. C'est vraiment tout un ensemble d'actions que je mène pour la piloter. On peut passer à d'autres questions. Il y avait des questions sur ce qu'on reprenait. Peut-être là, on peut être un peu plus précis ou pratique sur comment se vendre quand on arrive dans une nouvelle région, comment passer outre les fameux algorithmes ou donc les recherches de mots-clés que mettent en place certains cabinets sur lesquels on peut procéder nous aussi dans un premier temps. Voilà un petit peu, je pense que c'est sur notre façon de travailler que les gens aussi s'interrogent pour justement mieux répondre dans le CV et orienter cette carrière. On vient dans une région souvent parce qu'on a alors idéalement, on a un job, bon, ou un des deux a un travail, et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut le préparer. C'est un projet de vie, mais derrière, il va falloir analyser vraiment l'économie locale. Vous avez les chambres de commerce pour ça, vous avez les syndicats patronaux, vous avez l'INSEE qui donne beaucoup d'informations sur le secteur d'activité, vous avez l'APEC, vous prenez toutes les offres d'emploi du secteur géographique en question et vous les pistez, vous avez la presse. C'est vraiment un travail de prospection. Vous devez vous comporter comme une entreprise, en fait, qui arrive dans une nouvelle, sur un nouveau terrain de jeu et qui met en place une stratégie de communication et de vente. Pour moi, c'est ça, arriver dans une région. Et pour se vendre, alors, j'aime pas la notion de vendre. Tu sauras, et tu le sais, toi, hein, que dans le cabinet, on parle plutôt de acheteur-acheteur, d'une relation d'égal à égal. Je m'informe pour acheter et l'entreprise s'informe pour acheter aussi. On n'est pas à se vendre ou à vendre un poste. Donc, mais pour cela, il faut s'informer. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Il faut s'informer et mettre en place une stratégie de communication. Je ne m'arrête pas aux seules offres d'emploi. Je contacte les entreprises parce qu'elles sont dans mon secteur d'activité. Je propose des projets, je propose des entretiens, même s'il n'y a pas un poste derrière. J'utilise les réseaux sociaux et physiques, encore une fois. Donc, c'est vraiment tout un travail. Alors, il y a des bassins plus compliqués que d'autres. Il faut en être conscient. Alors, peut-être que là, il faut accepter de travailler un petit peu dans la ville où on a choisi d'habiter et faire 2 jours par semaine à Paris, en fait. On le voit beaucoup dans certaines villes. Je sais que beaucoup de nos webinaristes sont de toute la France, d'autres de Montpellier. À Montpellier, c'est un phénomène que l'on voit tout le temps, en fait. Je pense qu'Avignon, c'est pareil. Avec les connexions aujourd'hui. Donc, envisager aussi une autre façon de travailler. Le télétravail est un outil pour rester en activité tout en combinant une nouvelle vie professionnelle. Complètement. J'ai une question que vous aviez, si je la comprends bien, en 2 mots, c'est quand on est trop employable, finalement, on peut faire peur à son propre employeur en disant bah, il va partir. Donc, j'ai pas envie. Oui, mais pourquoi il va partir? Il va partir parce qu'il est arrivé au bout de l'aventure. Si vous êtes bien dans votre entreprise, que vous continuez à évoluer et que vous êtes arrivé le plus haut dans l'émission, il n'y a aucune raison de rester et de vous démotiver, en fait. Soit l'entreprise a de nouveaux projets à vous proposer, soit elle continuera à faire évoluer d'autres personnes, les rendre employables à votre place, et vous irez ailleurs. C'est ça que je voudrais faire passer comme message. C'est un cercle vertueux. L'entreprise a eu quelqu'un pendant quelques années, l'a formé, l'a fait évoluer avec un projet, avec un deal entre les deux aussi. Hein. Je me forme avec vous et puis je vous rends ce que vous m'avez apporté. Et demain, ben, j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'autre chose. Et donc, c'est un contrat honnête entre tous que de se dire, si je reste là, je vais m'ennuyer. Et si je m'ennuie, je vais me démotiver. Et là, on part sur un cercle négatif. J'espère que le candidat employable a pensé à son successeur quand même. Et il a formé aussi ses collaborateurs à prendre sa place. C'est ça l'idée.
On est bien d'accord, mais c'est pas toujours facile à gérer. Et apparemment, des personnes, c'est plutôt vu comme un défaut, ce qui est un comble. Mais bon. Sur le fait de vendre cette employabilité sur des métiers qui peuvent être très techniques, sur des profils ingénieurs, avec là Laurent qui parle de CV atypiques, car ils ont travaillé sur des thématiques diverses et certainement pointues. Donc, comment on arrive à faire comprendre, à élargir? En fait, si vous êtes très technique et très pointu, vous devez apprendre à banaliser, en fait. Évidemment, il y a des entreprises qui sauront le connaître, hein, ce langage, mais peut-être qu'il va falloir banaliser pour… sachez que vous avez souvent des RH ou des chefs d'entreprise qui n'ont pas votre culture technique. Donc, allez chercher dans ces projets-là ce qui va intéresser l'entreprise. Gérer un projet, gérer un budget, gérer une équipe, ce sont des compétences transversales. Donc, allez chercher les compétences transversales que vous avez développées et proposez-les avec un CV adapté aux personnes que vous avez en face. C'est intéressant de réfléchir à est-ce que je suis un bon communicant, vraiment? Est-ce que je sais prendre la parole en public? Est-ce que je sais évaluer mes collaborateurs? Est-ce que je sais gérer un budget, choisir des fournisseurs? Et là, tu verras qu'on sort du simple savoir-faire ou savoir théorique, technique, en électrotechnique, en mécatronique, voilà. Et ça demande une vraie prise de recul qui n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on peut être aussi des facilitateurs et qu'il y a ce genre d'outils, bilan de carrière ou bilan pro, pour pouvoir aider à faire sortir ces compétences transférables, bien sûr. Bien sûr. Et alors, gérer sa carrière, ça ne veut pas dire qu'on va faire tout le temps la même chose. Hein. Donc, demain, on peut se former pour mener une autre mission dans une autre entreprise, mais changer de métier complètement aussi. Hein. Soit dans sa société, soit ailleurs. N'oubliez pas que 80% des métiers de demain n'existent pas encore. Hein. Donc, je doute que l'on fasse tous ce que l'on fait aujourd'hui dans 10 ans. Donc, c'est ça le message aussi. Hein. Ce qui peut être pas rassurant pour certains, mais bon, qui ouvre d'immenses perspectives. C'est peut-être pas rassurant et je peux le comprendre. Mais maintenant que vous le savez, vous allez dès demain sortir les antennes, avoir une démarche beaucoup plus globale et ne pas dire je cherche un job dans tel domaine d'activité parce que je suis en recherche d'emploi. Ça, c'est une étape obligatoire. Après, il y a tout le reste. Le réseau, mes réseaux proches, mes réseaux lointains, mon environnement économique, l'évolution des métiers de demain, ceux qui m'intéressent, et pourquoi pas se former. C'est encore une fois ce que je pense. Il faut se former tout le long de sa carrière. Hein. Alors, peut-être deux dernières questions, vu l'heure, ou donc une question d'Efmond, il dit, est-ce un signe lorsqu'on est arrivé au bout de son projet et l'entreprise ne nous propose rien derrière? Et une deuxième question différente sur les candidatures spontanées, est-ce qu'elles sont gérées de la même façon qu'une réponse à une annonce? Voilà. D'accord. Alors, clairement, si vous arrivez au bout du projet et que vous avez fait des propositions, parce que l'idéal, c'est finir par une proposition, et qu'en face, on vous dit, bon, voilà, on vous aime bien comme ça, mais je n'ai rien d'autre à vous proposer, c'est le moment. C'est le moment de mettre en place un deal avec votre employeur et dire, écoutez, bon, sachez que j'ai l'intention de partir, je ne vous laisserai pas tomber, mais je commence déjà à préparer mon départ et à former éventuellement la personne qui me remplacera. Reprenez, il faut prendre la main là-dessus, en fait. Oui, c'est le moment. C'est le moment. Deuxième chose va être cette thématique des CV anonymes. Pour moi, un CV anonyme est intéressant parce que j'ai un cabinet de conseiller en recrutement, que j'ai une CV Tech. Donc, il vient nourrir ma base de données. Donc, les entreprises qui ont des bases de données vont pouvoir l'utiliser. Anonyme, excusez-moi, c'est un CV, une candidature spontanée. Oui, j'allais dire, te corriger. Ouais. Autre chose. Non, clairement, c'est utile, il faut le faire, mais faites-le avec un projet derrière. Toujours pareil. Si vous envoyez une candidature spontanée, proposez quelque chose. J'ai repéré je vous ai vu dans tel salon, j'ai remarqué que vous aviez une gamme de produits dans tel domaine, j'aimerais en parler avec vous parce que je crois que j'ai une idée à vous proposer. Il faut vraiment oser. Hein. Là, elle sera plus utile, votre candidature spontanée. Et puis après, sachez que les job boards, les cabinets sont friands de CV, donc forcément, ils vont être intéressés par votre candidature spontanée. Alors, il y en a un qui a marqué « l'entreprise ne me répond pas ».
c'est vrai que ça, malheureusement, beaucoup de sociétés ne répondent pas. Je vous disais que le recrutement, c'est un peu le parent pauvre des ressources humaines. On n'a parfois même pas les outils pour répondre. Enfin, moi, nous, on les a et on les a pour nos clients, mais malheureusement, oui, c'est vrai, les entreprises, il arrive qu'elles ne répondent pas. Mais vous relancez. Vous relancez par les réseaux sociaux, vous relancez euh, par des nouvelles candidatures, par des collaborateurs de l'entreprise. Voilà, il faut pas lâcher. Mais si elle ne répond pas, c'est peut-être que vous n'avez pas trouvé le bon message aussi au canal. Et le bon canal, c'est proposer quelque chose. Complètement. On est toujours dans l'initiative. Garder la main, ce que tu disais au départ. C'est pas dans l'assistanat, c'est clair. Oui. Combien de CV dans votre candidatech, demande Christine? Ça, c'est une bonne question. On est à plus de 200 000 CV sur notre CVTech, quasiment 200 000. Ouais. Voilà, 220 000. Donc, oui, ben, évidemment, ils sont nourris par les nombreuses missions que nous réalisons, par les candidatures spontanées, par ces webinaires que l'on fait maintenant depuis 4 mois. On est très actifs sur les réseaux économiques et sociaux, donc n'hésitez pas à mettre votre CV et à répondre à nos offres surtout. On les regardera voilà. avec attention. Je pense qu'on a balayé voilà, cette gestion de carrière aujourd'hui. On arrive au bout de notre présentation et j'étais ravi de vous avoir tous avec moi. Je vois qu'en plus, tous les participants sont restés jusqu'au bout. Il y a eu tous restés là jusqu'au bout. Un petit rappel, le 9 juillet, inscrivez-vous sur notre application Livestorm à la formation faite par Loïc Douillard, mon associé, ainsi que David Digi, qui était un plombier. Si vous voulez savoir comment faire pour faire des business sur YouTube et avoir plus de 60 000 abonnés et avoir une rémunération, vous allez voir, on va lier le business et le plaisir. Donc, inscrivez-vous vite à ce webinaire parce que vraiment, c'est un gars qui est bluffant. Vous le trouverez sur YouTube, mais il va nous donner ses secrets et vous verrez que c'est assez incroyable. Il gagne sa vie avec YouTube. C'est ce que rêvent mes enfants de faire, d'ailleurs. Pourquoi pas. Merci à tous. Alors, je vous enverrai également dans un courrier suivant, donc bien évidemment, le replay et le PowerPoint avec tous les webinaires qui vont démarrer à partir de septembre. Donc, il y a une session qui démarre en septembre. Je vous envoie une invitation avec tous ces webinaires. Merci à tous de votre participation, une fois de plus très active. Merci Valérie, parce qu'une fois de plus, on a fait une super équipe. C'est la deuxième fois qu'on fait un webinaire ensemble. Je salue tous les consultants du cabinet qui sont présents, tous nos webinaristes, et rendez-vous le 9 juillet. N'hésitez pas. Le business avec YouTube, c'est quelque chose qui est possible. À très bientôt. Belle journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.